bonsoir à tout le monde. Je suis ravie d'entamer l'année 2026 avec notre première Académie Nat de l'année. Et donc de vous retrouver ce soir pour celle de janvier. On a la chance d'accueillir Thomas Leroux pour un thème qui m'intéresse particulièrement. Comme d'habitude, cette Académie Nat sera enregistrée. Et donc, vous retrouvez en replay sur notre chaîne YouTube. Et sans plus tarder, je vais introduire le thème du jour. Ensuite, comme d'habitude, je laisserai la parole pour 30-35 minutes à Thomas Leroux et on aura le temps en fin de session pour des échanges, des questions, des partages de réflexions avec Thomas. Donc, Thomas, vous êtes chargé de recherche au CNRS, rattaché au Centre de recherche historique, donc EHESS, CNRS, et vos travaux portent sur l'histoire des pollutions et des risques industriels, sur les mines et la filière laitière durant la première industrialisation. Et vous avez notamment publié deux ouvrages dont j'imagine les éléments que vous allez nous partager aujourd'hui sont en partie issus. Le laboratoire des pollutions industrielles, Paris 1770-1830, Albin Michel 2011, et avec votre collègue François Jarige, La contamination du monde au seuil en 2017. Je mettrai les références de ces deux ouvrages dans la discussion. Mais aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de ces sujets, de l'histoire des pollutions industrielles et particulièrement du rôle du droit, puisque c'est notamment ce qui nous intéresse chez Notre Affaire à tous, de comprendre comment ce droit de l'environnement avec lequel on travaille tous les jours eh bien, a participé à la fois à cette histoire des pollutions industrielles, comment peut-être aujourd'hui, quel regard on peut porter sur les mouvements actuels, notamment de construction ou de déconstruction du droit de l'environnement, comment éventuellement on pourrait aussi en faire un meilleur outil dans cette idée de gouvernance des risques et des pollutions industrielles. Donc voilà, c'est en gros les sujets dont on va pouvoir parler avec vous, Thomas. On est vraiment très content et contente de vous avoir ce soir. Donc merci encore d'avoir répondu présent. Je vous laisse éventuellement compléter ma petite introduction et sinon la parole est à vous pour voilà, à peu près 35 minutes. Et donc pour les personnes qui regardent, n'hésitez pas à noter vos questions dans la discussion ou vous pourrez prendre la parole aussi bien sûr à l'issue de la présentation. Si vous avez par contre des questions d'éclaircissement, on va dire, je ne sais pas, voilà, des points que Thomas aborderait qui seraient sur le moment pas clairs, etc., n'hésitez pas évidemment à le dire aussi en live. Et sinon, on aura le temps des échanges juste après. Thomas, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emma et donc merci pour cette invitation. Je suis Notre Affaire à tous depuis de longues années, donc je suis enchanté de parler avec vous et de pouvoir échanger à l'issue de ma petite introduction. Donc effectivement, ça fait maintenant 20 ans, même un peu plus, que je travaille sur ces questions de pollution industrielle. Donc dans un point de vue d'historien, hein, je suis historien, donc parfois j'aborde la question plus contemporaine, hein. Je l'ai abordée récemment après l'accident de Lubrizol pour essayer de comprendre comment fonctionnait le droit des ICPE, notamment en France, hein, donc les installations classées pour la protection de l'environnement depuis 1976. Donc on va célébrer, enfin célébrer c'est un mot, on pourra en choisir un autre, mais les 50 ans cette année. Mais essentiellement, je m'attache à regarder comment les sociétés ont interagi avec l'avènement de la société industrielle au XVIIIe et XIXe siècle, donc dans la première industrialisation, un moment de changement majeur quand même, parce qu'on est habitué à vivre dans un monde industriel avec une production de biens de consommation immense, mais ce n'était pas le cas au XVIIIe siècle, ce qui fait que même si le niveau de fonctionnement industriel n'était pas au niveau actuel, c'était un changement auquel les contemporains étaient très conscients. Et la première industrialisation, donc en gros, hein, ça débute à la fin du XVIIIe siècle, a été un bouleversement important pour les sociétés de l'époque. Et donc, elles ont réagi de plusieurs façons et surtout, il y a eu des règles qui se sont transformées. Et je vais donc essentiellement, effectivement,
parler de ces transformations du droit entre le XVIIIe et le XIXe siècle, parce que en réalité, elles sont à la base des régulations actuelles dans le monde entier, à vrai dire, et que ces transformations ont lieu en Europe occidentale, essentiellement même en France, à une période impériale, hein, donc avec des effets sur tout le continent européen assez nets. Je parlerai aussi, enfin, si j'ai le temps, d'un certain nombre d'autres choses qui sont un peu liées, comme celle de la question de la prise de conscience ou des contestations environnementales, dont on dit souvent dans les médias qu'elles sont assez nouvelles. Mais en fait, il y a une histoire longue de la contestation, il y a une histoire longue des recours, des actions en justice, etc. Et je parlerai aussi, si j'ai le temps, mais c'est peut-être pas essentiel pour cette session, des questions des différents types de polluants en fait et des effets sur l'environnement à plus ou moins long terme. La question de la rémanence et de la destruction ou de la dépollution, c'est une question assez essentielle parce qu'elle ne se pose pas tout à fait de la même façon aujourd'hui qu'il y a 200 ans. Et peut-être aussi de façon un peu, non pas annexe, mais quasiment liée avec la régulation et le droit, c'est la question des techniques qui est un paramètre assez important sur les changements de la régulation tels qu'ils ont eu lieu au fil du temps. Alors, peut-être pour commencer, c'est de dire aussi que je crois, Emma, vous avez partagé les références bibliographiques. Donc, effectivement, le laboratoire des pollutions industrielles, c'est issu d'un travail de thèse, hein, d'une recherche de première main. C'est un ouvrage de recherche, mais je pense qu'il est accessible aussi pour tout le monde. Il se concentre sur un terrain et sur une zone un peu limitée, on va dire, mais bon, je vais en parler un petit peu parce que c'est aussi une période où le droit s'est transformé de façon considérable, avec notamment la première loi sur les pollutions industrielles 1810, et c'est elle qui est à la base de quasiment tous les règlements internationaux actuellement sur la lutte contre les pollutions industrielles, en fait. Et le deuxième livre, je ne sais pas si vous l'avez partagé, mais donc avec François Jarige, hein, sur la contamination du monde. C'est un livre qu'on a écrit donc à quatre mains, dans une perspective de vulgariser ou en tout cas de faire état pour le plus grand public en fait des des recherches récentes. C'est vrai qu'on l'a écrit en 2017. Il est paru en poche en 2020 aussi, donc c'est facilement accessible, dans le but de faire connaître au plus grand nombre en fait les recherches en histoire qui ne sont pas forcément lues par tous ceux qui s'y intéressent, pas forcément très accessibles. Au départ, le but c'était de donner une sorte de manuel à nos étudiants, mais on l'a fait un peu au-delà de cet objectif, hein, pour le grand public, pour le grand public éclairé, en prenant un très très long terme, quasiment 300 ans d'industrialisation, et en regardant un peu partout dans le monde, hein. C'est-à-dire qu'on a été lire, alors là on n'est plus dans les recherches de première main, mais on a été lire un grand nombre d'ouvrages qui portaient sur plusieurs régions du monde, et on a essayé d'en faire la synthèse, de les rassembler dans un récit unifié, on va dire. Et c'est le premier livre de cette nature, j'allais dire dans le monde quasiment, hein, parce qu'il a été traduit ensuite en anglais, mais même en langue anglaise, où ça ça n'existait pas ce livre, hein. Donc voilà, je vous invite, si vous êtes intéressé par ces sujets, à vous y reporter, parce que tout ce dont je vais parler, en fait, proviennent essentiellement de ce livre-là. Donc, oui, donc effectivement, peut-être le point le plus important, et je commence par là, hein, même si je traiterai peut-être de quelques autres thèmes, en fonction du temps que je mettrai, je n'ai pas de notes, je parle un peu librement, mais c'est tout ce qui va concerner les régulations ou le gouvernement des pollutions, chose évidemment essentielle, hein, puisqu'on vit dans une société où il y a de multiples contrats sociaux qui nous permettent de vivre ensemble. Et donc, très très rapidement, en fait, dans l'histoire, mais on peut regarder dans l'Antiquité et le Moyen-Âge aussi, hein, les émanations des fabriques, des ateliers, ont été prises en compte, hein, dans les décisions des autorités. Et pendant très très longtemps, d'ailleurs, elles étaient craintes pour des questions de santé publique. Et donc, ce que je vais vous dire pour l'essentiel, c'est comment ça s'est transformé du XVIIIe siècle au XIXe siècle, avec un point de bascule
qui est un jalon, en fait, un peu symbolique, enfin, qui a quand même des effets, c'est la loi de 1810 sur les pollutions industrielles en France. Donc, en gros, avant 1810, partout dans le monde, les règlements qui concernent ce qu'on appelle aujourd'hui les pollutions industrielles, ce sont des règlements locaux, souvent à l'échelle d'une ville ou d'une juridiction, mais jamais à l'échelle d'un pays. Elles découlent toutes du droit commun et en ce sens, elles sont qualifiées de nuisances. Et le terme de nuisance, c'est un terme qui est utilisé pour pas mal de choses, mais c'est aussi une catégorie juridique grâce à laquelle les cours de justice pouvaient instruire un dossier et faire condamner la personne qui était responsable de cette nuisance. La base, c'est le droit des servitudes, c'est la possibilité de disposer de sa propriété ou de sa location sans nuire à son voisinage. Donc c'était un outil qui était extrêmement puissant en fait hein, pour assurer la coexistence des hommes entre eux, parce qu'à partir du moment où une personne s'estimait lésée, le droit commun lui permettait d'instruire des actions en justice. Progressivement, et là je balaye à grands traits, je rentrerai un peu dans le détail, cette notion de nuisance, cette catégorie de nuisance a été remplacée par l'idée de pollution. C'est-à-dire que on est passé d'une caractérisation un peu sociale de ce qu'on appelle aujourd'hui la pollution, c'est-à-dire quelqu'un qui nuit à autrui, que ça incommode ou que ça soit dangereux pour la santé publique, à une notion qui s'appliquait plus à des questions de physique ou de chimie des milieux, c'est-à-dire l'altération des milieux par l'introduction d'une substance qui vient en altérer sa qualité en quelque sorte. Ce qui fait que ce glissement de sens, en fait, ce glissement de définition de ce que c'est un polluant, a donné la main et a donné des pouvoirs très très importants aux scientifiques et aux chimistes pour caractériser la pollution. C'est-à-dire que la pollution, au fil du temps, est devenue moins quelque chose qu'il fallait éviter parce qu'il y avait des tiers qui étaient lésés, que quelque chose qu'il fallait scientifiquement caractériser pour dire que oui, il y avait une altération pour la santé publique ou pour les milieux. Et les scientifiques ont donc progressivement dénié le, le droit des commissaires de police, des juges, à qualifier ce que c'était que la pollution, les renvoyant dans l'ignorance de la chimie ou l'ignorance des transformations chimiques. Et dans ce processus, ils ont aussi donc défini un système de seuil, de dose, de mesure, qui permettait de dire que jusqu'à un certain point, on pouvait bien supporter un certain niveau de pollution et que ça devenait dangereux seulement à un certain niveau. Et donc, ce faisant, en fait, on est passé d'un régime de régulation des pollutions qui était plutôt local, qui devait assurer la coexistence de proximité des hommes avec les autres, à une régulation plutôt globale, qui était de dire que on pouvait bien supporter la pollution dans certaines zones, parce que globalement, ça ne remettait pas en cause, ça remettait pas en cause la prospérité nationale ou internationale. D'autant plus que l'activité économique permettant de dégager de la valeur s'assurait de cette valeur une redistribution des richesses et que cette redistribution des richesses pouvait, alors plus ou moins inégalitaire évidemment comme on le sait, contribuer à l'amélioration du sort des plus pauvres et améliorer l'espérance de vie de tout un chacun. En ce sens, ça a été jugé supérieur un critère supérieur à celui simplement des atteintes à la santé par les émanations. Alors, ce qui peut expliquer tout ça, c'est que au XVIIIe siècle, là c'est pareil, c'est un tableau un peu général, mais les pollutions sont essentiellement réparties sur le territoire en fonction de la concentration de la population, parce que le fait qu'il y ait des transports assez inefficaces fait que
pour la grande majorité des produits, ils étaient fabriqués un peu sur place, hein. On n'était pas dans le système de la mondialisation comme de nos jours. Donc, il y avait des pollutions un peu réparties partout, donc des règlements qui venaient du droit commun assez commun à toutes les régions du monde. On regarde ça en Europe ou même dans le Nouveau Monde, en Amérique, c'était le cas. Et que par ailleurs, ces pollutions, elles étaient essentiellement organiques, c'est-à-dire que leur niveau était à la fois assez limité, même s'il y avait de mauvaises odeurs, etc. Mais il y avait une forme d'autorégulation par en fait des transformations biochimiques qui faisaient que, par exemple, si une tannerie ou une teinturerie qui manipulait des substances organiques, c'est-à-dire végétales ou animales pour la tannerie et plutôt végétales pour la teinturerie, les rejets, qui étaient très très réglementés par ailleurs, hein, mais s'auto-épurer au fil du temps. On n'avait pas des pollutions rémanentes comme de nos jours avec, par exemple, les polluants éternels. Donc ça, c'est un premier point. Mais malgré ça, les autorités étaient très strictes pour lutter contre les pollutions au XVIIIe siècle. Et c'est un peu ce qui fait le changement entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Parce que il y a deux raisons. Premièrement, ces pollutions, quoique limitées, quoique auto-épuratives, on va dire, elles mettaient en cause l'équilibre des communautés locales. Elles pouvaient mettre en cause ponctuellement et dans un temps limité, mais ça pouvait être dramatique, la survie de ces communautés locales parce que, par exemple, si un atelier polluait les puits voisins, puisqu'il y avait des problèmes d'acheminement d'eau potable, donc soit par l'adduction, par des canaux, par des, par des pompes, etc., ou alors par du transport, en fait. Le transport de l'eau potable était vraiment très, très problématique. Et donc, il fallait absolument avoir un environnement sain. Et quand je parle de l'eau, bah, ça concerne l'eau potable, ça peut concerner les poissons. Mais cet aspect-là peut concerner aussi les potagers aux alentours des villes, etc. À partir du moment où une usine chimique grillait les récoltes autour, ça pouvait mettre en péril l'approvisionnement alimentaire en fait, des populations. Donc même à un niveau limité, les autorités locales étaient très strictes pour encadrer, pour réprimer euh, ces, euh, ces pollutions, ces nuisances. Alors, le mot pollution apparaît au XIXe siècle, donc on parle à l'époque hein, de l'insalubrité ou de corruption du milieu. Et puis, c'est ensuite que le terme pollution apparaît. La deuxième raison qui explique la force du système de contrôle et de répression au XVIIIe siècle, c'est le fait que pour la théorie médicale, et de façon assez dominante, même si ce n'est pas unanime, les mauvaises odeurs sont des vecteurs de maladies. C'est ce qu'on appelle la théorie des miasmes ou la médecine néo-hippocratique, hein, du nom d'Hippocrate, le médecin grec, hein, qui concernait que la santé était dépendante de la bonne qualité du milieu, que ce soit l'air, l'eau, le sol, etc. On appelle ça aussi la médecine aériste, puisque c'était l'air qui était considéré comme le milieu ambiant dans lequel on pouvait tirer parti d'une bonne santé ou qu'on pouvait tomber malade, en fait, s'il y avait une mauvaise odeur. Et donc, comme les médecins majoritairement considéraient que la mauvaise odeur était source de maladie, hein, les régulations pour préserver la santé publique étaient quand même assez rétives au développement de l'industrie, puisque un grand nombre d'activités, et notamment dans les cas de manipulation de matières organiques, dégageaient des mauvaises odeurs. Alors, tout ça, avec possibilité de recours très important hein, de la part du voisinage. D'une part parce qu'on est dans un régime de droit commun et donc pour les habitants, les voisins notamment des usines, il était assez facile d'engager des poursuites judiciaires en fait contre les pollueurs. Et d'autre part, les autorités elles-mêmes, dans la plupart des villes, vivaient à proximité des habitants. Et donc toutes les cours en fait de justice ou les cours de police, hein, entre police et justice au XVIIIe siècle, c'est pas tellement distingué. Souvent, c'est la même chose, hein, il n'y a pas une séparation du droit comme de nos jours. Donc les autorités vivaient dans les mêmes quartiers que les voisins qui se plaignaient en fait. Et donc elles se sentaient très très fortement concernées par les cas.
ce qui n'est plus du tout le cas de nos jours, hein, puisqu'on va avoir des autorités de police administratives ou des juges qui n'habitent pas du tout dans les lieux où les plaignants tentent un recours. Et ça change tout. Donc, on aboutit à une situation où les ateliers, les manufactures, les usines au XVIIIe siècle sont assez freinés dans leur développement au niveau local, dans le cadre des habitats groupés, donc dans le cadre des villes notamment. Alors, un phénomène qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, c'est l'industrialisation. Donc, on est dans une période où il y a une forme à la fois d'innovation, mais aussi d'intensification du travail et plein d'autres paramètres qui font qu'on constate que en Grande-Bretagne tout d'abord, et puis dans certaines zones de l'Europe, hein, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, etc., que des ateliers, des manufactures se mettent en place. C'est la première industrialisation qui est symbolisée par l'avènement de la machine à vapeur, par exemple, hein, qui existe déjà depuis le début du XVIIIe siècle dans les mines pour pomper l'eau des mines, mais qui se développe et qui se diffuse lentement, c'est vrai, mais qui se diffuse quand même dans un grand nombre d'usines à partir des années 1770. Des industries aussi métallurgiques qui se mettent en place, hein, avec des procédés de fabrication d'acier tout à fait nouveaux dans cette même période, 1770, donc une première industrialisation avec des constructions d'usines, avec des cheminées qui vont être de plus en plus hautes, justement pour éviter de polluer le voisinage de proximité. Et puis à côté de ça, un développement aussi de l'industrie chimique, qui est en fait nécessaire à la fois pour l'industrie textile, qui est vraiment un des piliers de cette première industrialisation, avec le coton notamment, et aussi l'industrie métallurgique. Les acides, notamment, au sein de cette industrie chimique, deviennent très très importants parce que dans les deux secteurs, métallurgique et textile, on utilise en fait beaucoup d'acides pour augmenter les cadences de production, pour décaper les métaux, pour permettre d'imprimer des teintures ou des impressions sur coton, par exemple, ce qu'on appelle les indiennes, hein, et donc pour fabriquer toutes sortes d'habits ou de tissus. Et il se trouve que l'industrialisation de l'industrie chimique va provoquer à la fois un encouragement des différents gouvernements à l'échelle nationale de cette industrie pour des histoires de concurrence internationale, prise de marché, etc. Et aussi une pression des industriels pour se libérer des réglementations et des contraintes réglementaires qui pèsent sur eux. Donc, par exemple, en 1772-1774, on a un grand procès de pollution industrielle en France, qui est celle de l'usine chimique d'un industriel anglais à Rouen, qui s'appelle Holker, qui, à côté de son usine textile, avait mis en place des premiers appareils de fabrication d'acide sulfurique en grand, c'est l'expression de l'époque, en grand, donc une production industrielle de l'acide sulfurique, qui avait provoqué la destruction des potagers autour, avec des voisins qui toussaient et qui ont accusé l'industriel d'être la source non seulement de problèmes de santé publique, mais aussi de décès dans le voisinage. Alors, ce qui s'est passé, j'essaie de le faire très très rapidement, mais c'est que donc, cet industriel a été condamné en justice locale, donc par le lieutenant général de police de la ville de Rouen, qui était l'autorité traditionnelle, normale, on va dire, de régulation de ces affaires-là, à cette époque-là, et que cet industriel étant par ailleurs lui-même inspecteur des manufactures de l'État, c'est-à-dire un grand commis du développement industriel de l'État, cet industriel est parvenu en fait à faire dépayser ce procès, on appelle ça l'évocation en fait au XVIIIe siècle, au Conseil d'État, au Conseil du roi, et le Conseil du roi, après 2 ans de procès, en fait, enfin, 1 an d'instruction, on va dire, a cassé le jugement de police locale et a considéré qu'il était important d'encourager cette nouvelle branche industrielle en France, parce que l'Angleterre avait déjà développé ce genre d'industrie aussi, et qu'il était donc permis à l'industriel Holker de continuer sa production d'acide sulfurique et défense au voisinage de s'y opposer. Donc là, on a une première brèche hein, dans
la question de la régulation par le droit commun et par les instances locales, puisque c'est une décision du Conseil du roi. Je vous passe un peu les détails des débats qui ont eu lieu, mais qui sont très intéressants pour voir un petit peu quelles étaient les sphères d'influence des différents acteurs, des différents ministres, et notamment un grand débat qui a eu lieu entre l'intérêt économique de la nation et la défense de la santé publique. Et finalement, dans ce cas-là, c'est la défense de l'intérêt économique qui a primé. Et comme souvent la jurisprudence se construit par des cas, eh bien ce cas fait jurisprudence. Et c'est grâce à cette jurisprudence que la première usine d'acide sulfurique parisienne peut s'implanter sur la plaine de Javel en 1778. Alors là, on est encore dans le cas d'exception, parce que globalement, les tanneries, les teintureries et d'autres industries continuent pendant encore 20 ans à être réglementées sur la procédure de droit commun. Et ça change. Je vois l'heure qui tourne, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais cette brèche et cette première exception dans les régulations du droit commun, l'exceptionnel va commencer à devenir un peu la normalité à partir de la Révolution française. Pourquoi? Alors, tout d'abord parce que sous la Révolution française, toutes les instances de régulation ont été abolies. Deuxièmement, il y a eu une séparation très stricte et plus limitée, plus délimitée, on va dire, entre le droit pénal et le droit civil. Hein. Et il y a la création aussi du droit administratif. Et c'est à la fois dans la conjonction des événements révolutionnaires où, je rappelle que la révolution, c'est aussi une guerre, et que en général, en régime de guerre, il y a plein de règles habituelles qui sont abolies en vue de la mobilisation, hein, ça on le voit dans toutes les guerres. Donc dans ce contexte de guerre, et aussi dans le cadre des réformes du droit de la Révolution française, c'est dans ce cadre-là que ça aboutit à une nouvelle régulation. Et si vous voulez, pour bien comprendre comment ça se passe, on peut avoir en mémoire l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Que dit cet article 4? Il dit que la liberté de chacun est limitée en quelque sorte par la gêne que l'on peut occasionner à autrui. Et donc, elle définit les bornes de la nuisance. Et donc, jusqu'à présent, c'est très conforme au droit commun, hein, le droit des servitudes. Mais la dernière phrase de cet article 4, qui n'en comporte que 2 ou 3, c'est de dire que c'est textuellement ça, ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Et ça, c'est tout à fait nouveau parce que jusqu'à présent, on n'avait pas besoin de la loi pour déterminer ce que c'était qu'une nuisance et quelles limites on pouvait donner à la liberté. Il suffisait de se retrancher derrière le droit commun. Avec cet article 4 d'une déclaration, donc on n'est pas dans le régime réglementaire, on est dans le régime déclaratif, mais malgré tout, ça se traduit au niveau réglementaire par la loi de 1810 sur les pollutions industrielles. Alors ça met un certain temps après la Révolution à être mis en place, mais en quelque sorte, même si c'est un décret du régime napoléonien en régime dictatorial, donc ce n'est pas une loi votée par la volonté générale des députés, etc., on en reste malgré tout à un dispositif législatif qui va se substituer au droit commun dans ces questions de régulation. Et que dit cette loi de 1810? Alors, juste pour dire, elle a été fabriquée, cette loi, par des grands industriels, notamment Jean-Antoine Chaptal. Chaptal que vous connaissez parce qu'il a donné beaucoup de noms à des rues ou à des lycées, etc. Mais Chaptal, c'est aussi lui qui a fondé les préfectures. C'est lui qui a fondé les chambres du commerce et de l'industrie. Il a été ministre de l'Intérieur durant le régime du consulat entre 1800 et 1804. Il a créé la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, etc. Mais par ailleurs, grand scientifique, hein, membre de l'Académie des sciences, mais aussi grand industriel de l'acide sulfurique à Paris. Et c'est lui qui a concocté cette loi avec d'autres industriels chimistes de l'époque, dans le but quasiment explicite, puisque les rapports préalables le disent très très clairement, c'est de protéger l'industrie, notamment l'industrie chimique dans son développement, parce que tous les procès qui avaient eu lieu antérieurement s'étaient parfois soldés par la condamnation des industriels pour des questions de pollution. Et donc pour Chaptal, il s'agissait de sécuriser le capital, en fait,
parce que, comme il le dit dans le rapport, dans 2 rapports académiques, 1804 et 1809, il n'est pas juste qu'un industriel se retrouve ruiné à cause d'une histoire de pollution industrielle, parce qu'il a investi, il a fait des dépenses considérables pour le bien de la société, et qu'il faut donc protéger l'industriel des décisions arbitraires, ça c'est ce qu'il met en noir sur blanc dans son rapport, des juges locaux ou de la police locale. Et donc cette loi de 1810, elle va se substituer au régime du droit commun pour des histoires de pollution industrielle et de nuisance. Et qu'est-ce qu'elle fait globalement? Alors, elle introduit un régime de prévention qui existait par ailleurs avant. Le régime de prévention, on n'a pas attendu l'époque contemporaine pour le connaître en réalité, mais elle le réintroduit parce que pendant la Révolution française, ça avait un peu disparu, il est vrai. Deuxièmement, elle fait un classement des industries en 3 classes, des plus dangereuses aux moins dangereuses. Première classe devant être traitée par le Conseil d'État, deuxième classe par la préfecture et troisième classe par la sous-préfecture, les sous-préfectures. Et c'est un peu la conséquence de ce que je viens de dire. Troisième chose importante, c'est qu'elle introduit le droit administratif. Puisque là, on va être au niveau des préfectures avec des recours en conseil de préfecture et des recours ensuite en conseil d'État. Elle introduit le droit administratif dans les affaires de pollution industrielle. Ce faisant, qu'est-ce qu'elle laisse à la justice pénale et à la justice civile? Et bien en fait, à la justice pénale, elle ne donne plus rien. C'est-à-dire que la justice pénale n'est plus considérée comme légitime pour traiter ces questions de pollution industrielle. Alors même qu'en 1810, on a le code pénal de la même année. Et dans le code pénal, on a un article, c'est l'article 471, qui dit qu'un juge peut condamner un industriel, enfin, un individu qui laisserait s'exhaler des substances nocives dans l'environnement jusqu'à son voisinage. Donc malgré ça, le décret de 1810 considère que pour les affaires de pollution industrielle, la justice pénale n'a plus rien à faire. Quant à la justice civile, il y a un article qui dit qu'elle est légitime pour en fait régler les questions et prendre des décisions relatives à l'indemnisation des tiers qui auraient été lésés par une activité industrielle. Donc ça pourrait être des dégâts dans les récoltes, par exemple, ça peut être un mur qui s'effondre à cause des trépidations de l'usine à côté, etc., etc. Donc ce décret de 1810, en fait, il est fondamental parce que il instaure un nouveau partage de juridiction dans les affaires de pollution industrielle, qui donc dénie au droit pénal toute intervention et qui donne à la justice civile une part minime, en fait, qui est celle de réparation. Alors, juste un mot aussi pour dire que ces nouvelles régulations, elles s'étendent partout en Europe. En Europe continentale, parce que c'est une période d'expansion militaire du régime napoléonien partout en Europe, et que même après la décrue et l'abdication de l'empereur en 1814, ce décret de 1810 est resté dans tous les pays d'Europe continentale, même s'il a été modifié à la marge en fonction des circonstances locales et des particularités nationales. Mais ce principe de droit administratif et d'éviction du droit pénal est resté, et que par ailleurs, en Grande-Bretagne, où il n'y a pas eu la conquête, ça a fini par devenir la règle aussi au cours du XIXe siècle, et notamment à partir clairement de 1863 avec l'Alkali Act, pareil, une législation spéciale sur l'établissement insalubre en Grande-Bretagne. Alors que la justice et le droit commun avaient encore beaucoup de rôles jusqu'alors, mais une justice qui était essentiellement dans les mains de grands notables favorables à l'industrialisation, donc beaucoup moins dangereuse en fait pour le développement industriel. Donc il n'y a pas eu non plus ce besoin en Grande-Bretagne d'instaurer un régime administratif pour assurer le développement économique. Alors je vois que l'heure tourne, donc peut-être ce que je pourrais dire aussi, c'est par rapport à la technique que en fait cette question du droit elle est très associée à la question de la technique, parce que dans ce décret de 1810 et donc dans toutes les nomenclatures ultérieures, et encore de nos jours, on pourrait dire avec la loi ICPE 1976, on en est quasiment au même niveau. Il y a un encouragement pour améliorer les techniques, parce que suivant la technique adoptée,
donc techniques de pollution, de filtration des pollutions à la source, par exemple, hein, ou de dépollution, parce qu'en fonction de la technique utilisée, les industriels vont se retrouver classés soit en première ou en deuxième classe, hein. Par exemple, un industriel de l'acide sulfurique, s'il ne condense pas ses vapeurs, il est en première classe. Donc, il va avoir des formalités d'autorisation et de surveillance beaucoup plus strictes. Alors que s'il utilise un condensateur, il est en deuxième classe. Et donc, c'est les formalités et aussi les possibilités d'autorisation, donc formalités plus légères, possibilités d'autorisation plus fortes. Et donc, ça incite les industriels à améliorer leur dispositif de production pour moins polluer. Mais paradoxalement, en fait, ce qu'on a pu voir en regardant un peu comment ça se fait, ce processus, et on regarde sur les systèmes de condensation ou les fourneaux fumivores, c'est-à-dire ces fourneaux qui fument la fumée pour éviter qu'il y ait trop de fumée qui se déverse dans l'atmosphère, etc. Premièrement, bon, il y a plein d'effets rebonds, hein, donc quand on filtre un polluant à la source, plutôt que de polluer l'atmosphère, on va polluer la rivière ou les terres qui sont autour parce qu'on aura plus de rejets, de déchets liquides ou solides, parce qu'on aura capté à la source les polluants. Donc ça, c'est des effets rebonds. Deuxièmement, c'est aussi, en fait, moins on pollue, plus on pollue, dans le sens où, comme à partir du moment où on a des dispositifs de filtration des pollutions à la source, on pollue moins, globalement. Donc, c'est des systèmes très efficaces au niveau technique dans l'appareil lui-même. Mais donc, ça permet d'autoriser ces usines et ces installations, alors que s'il n'y avait pas ces appareils, elles auraient été interdites. Donc, plutôt que de zéro pollution, on en a un petit peu. Et à force d'autoriser plein d'usines, en fait, l'addition de tous ces polluants, en fait, ça crée une pollution beaucoup plus importante que quelques usines qui polluaient beaucoup. C'est pourquoi, en fait, ça permet de comprendre un peu ce qui se passe de nos jours, hein. C'est qu'on a un niveau de pollution massive de nos jours, parce que on a autorisé, les autorités ont autorisé régulièrement plein d'usines qui utilisaient des dispositifs de dépollution qui sont sans doute très efficaces donc au niveau de l'appareil en lui-même, mais d'une façon cumulée en fait, voilà, ça aboutit à une pollution globale plus importante. C'est pourquoi en fait on pourrait croire que c'est un paradoxe, hein, qu'il y a une amélioration technique qui est indéniable, hein, depuis 200 ans pour lutter contre les pollutions. Et les ingénieurs sont très habiles, hein, pour inventer plein d'appareils. Mais la logique fait que globalement, ça ne résout pas le problème de la pollution. Ça la résout au niveau de l'usine, mais ça ne la résout pas au niveau global. On pourrait même dire que ça l'empire parce que ça permet de faire fonctionner le système. Alors, en fait, peut-être juste un dernier petit mot, peut-être, parce que j'avais envie de parler aussi de la question des contestations et des recours. Je sais que dans notre affaire à tous, là, vous êtes très actifs, hein, pour des recours en justice. Juste une chose, c'est que ces recours et que toutes les contestations ou des formes de prise de conscience, hein, c'est un peu ce qu'on développe aussi dans le livre. C'est une histoire longue, en fait, et donc tout ce que vous faites, c'est une façon de renouveler les méthodes d'action dans un monde évidemment qui a changé, hein, mais que des procès de nuisance ou de pollution, on en trouve au Moyen-Âge, on en trouve au XVIIIe siècle et parfois avec une combativité assez étonnante et qui parviennent parfois à faire fermer des usines. Voilà, c'est quasiment anthropologique en fait, parce qu'il n'est jamais agréable de vivre à côté d'une usine qui pollue l'environnement dans lequel on vit. Donc, ça, à la fois au niveau local, c'est au niveau global, évidemment, parce qu'on on subit aussi les effets du changement climatique global, on en subit aussi les effets au quotidien dans certaines périodes de l'année, canicules, etc. Mais donc oui, il y a toujours eu des contestations. Ce qui est important de comprendre, c'est que peut-être, oui, il y a une forme de politisation ou de combativité nécessaire, hein, que ce soit au niveau syndical. Les syndicats, quand ils ont émergé à la fin du XIXe siècle d'une façon un peu institutionnelle, ont beaucoup agi, hein, pour améliorer l'environnement des travailleurs, mais aussi du voisinage, là où les ouvriers vivaient. Donc il y a des formes d'organisation politique et aussi effectivement politique, non seulement dans la combativité, dans les recours qui peuvent être portés, mais aussi dans la transformation du droit. C'est très important, hein, de nos jours.
Les recours sur les questions typiquement de pollution industrielle, les recours des tiers sont très limités par la loi de 1976. Donc, il y a eu 1810, ensuite il y a eu 1917 qui a donné un peu plus de recours possible aux tiers dans un contexte social. Alors, on était pendant la guerre, mais c'est une réforme de la loi qui était en germe dans un contexte social très avec une combativité ouvrière notamment très forte. Et en 1976, donc la loi ICPE vient réformer à nouveau la loi sur les pollutions industrielles, mais en limitant en fait, alors en réintroduisant le code pénal, en réintroduisant la pénalité dans ces affaires-là, mais en limitant le recours des tiers. Et depuis 1976, ce sera un peu mon mot de conclusion, mais ce recours des tiers n'a cessé d'être grignoté par un certain nombre de refontes, souvent par la voie d'ordonnances, d'ordonnances gouvernementales, donc de la part du pouvoir exécutif, de les limiter à la fois dans la durée, dans les capacités d'action. Donc de nos jours, il est très difficile de faire opposition aux contestations d'implantations industrielles qui ont été autorisées par le préfet. Bon voilà, ça passe vite une demi-heure. J'ai Oui. l'impression d'avoir rien dit, mais C'est un exercice compliqué, mais merci beaucoup Thomas. Non, c'est vraiment intéressant de remettre un peu en contexte, effectivement déjà les combats qu'on porte aujourd'hui chez Notre Affaire à tous, mais en fait plus généralement de quel est l'héritage du droit de l'environnement, comment est-ce qu'il est né ce droit de l'environnement industriel. Donc c'est vraiment très intéressant. J'ai repartagé pour information collective dans la discussion la tribune que vous mentionniez au début, Thomas, sur l'incendie de Lubrizol que vous aviez fait publier dans Le Monde en 2019. Et j'ai partagé également une tribune que Notre Affaire à tous a publiée avec notamment le syndicat Sud Chimie début janvier à l'occasion des 60 ans de l'accident de Feyzin. Donc voilà, qui sont des tribunes qui portent sur les mêmes thématiques. Alors, on va pouvoir peut-être maintenant ouvrir aux questions. Donc, je vous invite toutes et tous, si vous avez des questions ou des réflexions, soit à les écrire dans la discussion et je pourrai les relire à l'oral, ou alors vous pouvez lever virtuellement la main ou prendre le micro si vous le souhaitez. Donc, je vous laisse le temps de poser vos questions. Et en attendant que ça arrive, je laisse la parole à Jérémy, donc, qui est délégué général de Notre Affaire à tous. Et voilà, Jérémy, je t'en prie. Bonsoir, merci Thomas, c'était passionnant. Effectivement, on aimerait vous entendre plus longtemps, mais j'ai compris qu'il y avait un super livre, donc on pourra aussi le consulter. J'ai une question, vous évoquiez les syndicats. Est-ce que dans ces recherches historiques, vous avez perçu une évolution dans la dialectique des pollutions avec les syndicats? Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup renvoyé systématiquement à la question de l'emploi et du coup à une forme d'hostilité quand on conteste les pollutions, d'hostilité à l'emploi local et donc un fort frottement avec les syndicats. Ce sera toujours le cas, mais c'est une réalité quand même. Est-ce que historiquement, vous avez vu une évolution dans cette approche ou ça a toujours été un peu cette dialectique-là? alors bon, il y a toujours une tension chez les syndicats entre la défense de l'emploi et la défense des conditions de travail. Ils sont là pour protéger les travailleurs, pour les aider, pour améliorer leurs conditions et aussi pour faire en sorte que si une usine est en difficulté, on trouve une solution pour pouvoir faire en sorte que ces ouvriers puissent continuer à travailler et gagner leur vie. Donc, ça, c'est une tension inhérente, on va dire, à l'action syndicale. Donc, malgré tout, premièrement, l'amélioration du sort des ouvriers et notamment pour des questions de conditions de travail, elle est quand même liée à la combativité syndicale et on le voit très bien justement au moment où ces syndicats émergent à la fin du 19e siècle. Ils sont autorisés en France en 1884, mais bon, même avant, il y avait des formes d'organisation quand même collective qui existaient. Et en fait, ce sont eux qui, par leur combat, en fait, ont pu permettre d'interdire un certain nombre de polluants dans certaines industries, ce qui a eu pour conséquence, premièrement, d'améliorer la santé des travailleurs, mais aussi d'améliorer l'environnement, parce que
quand on interdit par exemple la céruse, hein, qui était le pigment de la peinture blanche, qui était la peinture principale dans toutes les villes du monde. Enfin, et donc cette céruse a fini par être interdite en Europe grâce à l'action des syndicats autour des années 1900 suivant les pays, puis après aux États-Unis dans l'après-deuxième guerre mondiale. Mais donc ça aboutit effectivement au fait que les ouvriers tombent pas malades parce que la céruse c'est un oxyde de plomb et donc ça provoquait le saturnisme et le décès aussi prématuré d'un grand nombre d'ouvriers, mais aussi ça provoquait des problèmes de logement insalubre, hein, notamment, et puis des produits toxiques aussi pour les peintres, hein, les peintres en bâtiment qui travaillaient ces substances. Donc là, c'est ça, c'est aussi le phosphore dans l'industrie des allumettes, etc. Donc, à un moment donné, à la fin du 19e siècle, quand les syndicats sont créés, etc., il y a eu des formes d'action qui ont abouti aussi à sécuriser aussi les espaces de travail pour les accidents du travail. On n'est plus là trop dans le cadre des pollutions, mais c'est un peu le même combat. Alors, d'un autre côté, les syndicats, même dans cette période, ont toujours eu comme revendication principale la hausse des salaires et la baisse de la durée du travail, hein. C'était les deux revendications principales qui permettaient évidemment d'améliorer le sort des travailleurs. Ce qui fait que, et ça a été théorisé par des médecins réformateurs du 19e siècle, c'était que ce qui était plus important pour eux, c'était sans doute d'améliorer les conditions de vie en termes de salaire et de durée de travail plutôt que l'organisation du travail elle-même, hein. Donc voilà, il y a toujours ça, mais un grand nombre de produits dangereux, de produits toxiques dans l'usine, mais qui se déversent ensuite dans l'environnement, ont été interdits ou limités par l'action syndicale. Et encore de nos jours, hein, les syndicats se battent régulièrement pour les questions de santé au travail. Alors, ensuite, quelque chose qui apparaît un peu plutôt dans les années 60-70, hein, c'est des syndicats comme la CFDT, notamment, et ça c'est Renaud Bécaud qui l'a mis en valeur dans sa thèse, qui va bientôt paraître, je crois, qui est en cours de parution, qui a montré que la CFDT avait une nouvelle approche des questions environnementales par rapport à la CGT ou Force ouvrière dans l'après-deuxième guerre mondiale notamment, en mettant en avant des questions telles que le cadre de vie ou des nouvelles organisations du travail, hein. Et donc les syndicats, et notamment durant cette période en tout cas, la CFDT a été assez motrice pour améliorer et pour lutter en fait contre la pollution industrielle. Et c'était aussi dans un contexte de la fin des années 60 et du début des années 70 d'une remise en cause de la société de consommation telle qu'elle fonctionnait et donc de la volonté d'une nouvelle organisation du travail. Et c'est vrai qu'à cette période, la CGT était sans doute plus réactive que la CFDT à s'emparer de la question de la pollution industrielle ou de la dénoncer, parce qu'effectivement, on restait encore sur le mot d'ordre de Maurice Thorez dans l'après-deuxième guerre mondiale. Il fallait gagner la bataille de la production, avec un parti communiste qui héritait aussi d'une forme de stalinisme, stakhanovisme, c'est-à-dire produire, c'était l'émancipation des travailleurs. Alors que la CFDT avait une approche que produire, c'était aussi mourir, en fait, hein. En gros, hein, je résume à grands traits. Alors, de nos jours, c'est en pleine évolution, hein. La CGT, notamment, a repris à son compte dans la défense des travailleurs la lutte contre les pollutions industrielles, hein. Donc, voilà, rien n'est fixé éternellement, ça bouge en fonction des doctrines au sein des syndicats, ça bouge aussi en fonction du poids relatif des fédérations, des secteurs en particulier. Malgré tout, il y a toujours une tension pour les syndicats, ça c'est évident. Défense de l'emploi, c'est normal qu'ils défendent aussi l'emploi pour les travailleurs quand ils sont menacés de perdre leur travail. On peut le comprendre. Et donc, sur certaines fermetures d'usines, il y a des tensions des discussions très très fortes au sein même des syndicats, hein, pour savoir s'il faut défendre la poursuite de l'usine, même si on sait qu'il y a des produits toxiques, etc., ou s'il faut la fermer parce qu'elle est dangereuse pour les ouvriers. Oui, oui, clairement sur des fermetures d'usines, notamment je pense à la fermeture de l'usine Solvay à Salindre qui produisait des PFAS et où aujourd'hui, après là, donc c'est 60, une soixantaine de personnes qui
donc ont perdu leur emploi et qui se retrouvent aussi, en plus d'avoir perdu leur emploi, sans suivi médical, alors que c'était un peu dans les négociations avec la direction, et donc une direction qui a totalement abandonné à la fois l'environnement, puisque ils se sont, enfin, en gros, ils se sont arrangés pour ne pas mettre fin à l'activité du site, et donc en termes de remise en état, passer un peu outre leurs obligations de dépollution ou de remise en état, et en plus, du coup, abandonner le suivi médical de leurs salariés qui ont été exposés, en l'occurrence, il me semble, au TFA, en tout cas à différentes molécules PFAS pendant des années. Donc voilà, il y a un combat syndical qui est fort, mais qui s'est effectivement mobilisé sur la question des PFAS après la fermeture. C'est assez intéressant. Je laisse la parole à Émilien pour une question. On aura le temps d'une autre question ensuite, je pense une dernière après celle d'Émilien. Ouais, bon, très rapidement, tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation, c'était vraiment très intéressant. Et comme vous le disiez finalement, et comme le rappelle votre tribune, vous dites que donc le droit actuel protège avant tout l'industrie. Je me demandais si du coup, avec votre regard d'historien, vous aviez eu l'occasion de vous pencher sur les récentes réformes en cours au niveau de l'Union européenne, notamment ce qu'on appelle les omnibus, et je pense notamment à l'omnibus environnement qui vise encore à encore plus déréguler au profit des industriels, et si finalement vous y voyez une certaine continuité logique avec ce qu'on connaît malheureusement, et que finalement il y a pas eu tellement de prise en compte de tous les accidents ou même de l'état actuel de l'industrie. Voilà. Je ne sais pas si Alors, c'était très clair. oui, oui, très bien. J'ai pas regardé précisément en fait, hein, les évolutions du droit de l'environnement au niveau européen, et notamment dans ces questions de pollution industrielle. Ce que je constate, c'est qu'il y a un assouplissement des normes pour les industriels essentiellement, que les recours sont de plus en plus difficiles, et qu'on est dans un contexte très défavorable pour lutter contre les pollutions industrielles, parce que essentiellement, on est sur des gouvernements qui font face à d'autres gouvernements qui n'ont aucun scrupule pour aller exploiter des ressources, etc. Et que dans ce contexte de concurrence acharnée, et d'ailleurs, ça a été le contexte de 1810, c'est un petit peu une concurrence un peu acharnée entre la Grande-Bretagne et la France aussi, hein, de guerre et de concurrence acharnée. Euh, la priorité, c'est clairement de donner l'impulsion au développement industriel. Euh, donc, euh, donc voilà, ce que je peux constater en lisant des articles de presse comme vous, en fait, hein, c'est pas mes recherches, hein, là, donc c'est que ce qui se passe en France depuis notamment 15 ans, hein, en termes du droit de l'environnement et de la question des régulations industrielles, depuis les ordonnances de 2009 notamment, se converge. Ça converge vers la liberté donnée aux industriels de faire un peu ce qu'ils veulent. Les recours existent encore, mais ils sont de plus en plus limités, ça c'est sûr. Avec la loi ASAP, notamment en 2020 en France, hein, mais on le voit un peu partout dans tous les pays d'Europe, et les récents reculs, hein, enfin on peut parler de recul, en tout cas en termes de protection de l'environnement du droit européen, vont dans ce sens aussi. Oui, merci Thomas. C'est vrai que enfin, nous, c'est clairement quelque chose qu'on observe de façon très inquiète. Côté notre affaire à tous, c'est partagé par plein d'autres acteurs évidemment, mais à la fois en droit interne avec différentes lois de simplification ou de modernisation qui sont discutées régulièrement, ou au niveau européen avec ces divers projets omnibus. On voit tous ces reculs à la fois en termes de procédure, mais aussi de fond, enfin d'encadrement concret des risques industriels, ou effectivement pour laisser davantage de marge de manœuvre à l'installation d'industries sur le territoire européen et sur le territoire français. Ben, finalement, pour faciliter ces installations, on va donc amoindrir les règles, assouplir les règles qui permettrait d'avoir davantage en fait, tout ce qui constitue nos systèmes d'information en matière industrielle, d'alerte, de droit de recours, comme vous en parliez. Et donc, on observe ça de façon... enfin, on observe. Et on conteste hein, aussi certains de ces projets-là. Mais il y a une telle vague de projets de réglementaires
s'intéresse, hein, qui rentre un peu dans ce cadre de la déréglementation, qu'en fait, c'est assez vertigineux. Clairement. Et donc, bon, voilà, j'ai partagé la tribune là, qu'on a publiée dans l'Humanité qui aborde ces questions-là à l'occasion des 60 ans de Fézin. Mais en fait, c'est pas évident en tant que société civile en fait, de savoir comment contester ou comment être réellement efficace contre ces déréglementations quand on les observe toutes s'enchaîner les unes après les autres et qu'il est difficile de transmettre cette vision un petit peu méta, on va dire, au grand public aussi. Voilà, c'est un partage de réflexion là-dessus. On va avoir le temps d'une dernière question. Alors, je voyais une main levée qui s'est baissée. Si quelqu'un souhaite ouvrir son micro pour poser une dernière question ou partager une réflexion. Oui, vous m'entendez? Oui, Bon, ben, en fait, par rapport à cette histoire du droit de l'environnement, donc déjà, moi, je ne savais même pas que le droit avait fait des tentatives au 19e siècle, donc c'est intéressant d'avoir quelques bases, mais en fait, ce que vous nous présentez, c'est que le droit est toujours perdant. Et que de toute manière, quelque part, ça laisse nous entendre que ça ne sert à rien de se battre, du coup. Moi, je le vois, enfin, je viens d'écouter ce que vous venez de dire, c'est comme dire, ben, tant pis, l'industrie, elle va nous écraser, peut-être que ce sera comme Soleil Vert, il nous transformera, les créatures humaines transformées en aliments verts. Mais en fait, on n'a pas. Faut-il se battre, en fait? C'est ça, quoi. À quoi ça sert si dépenser du temps et de l'énergie? Il vaut mieux se laisser simplement écraser. Est-ce que c'est ça un petit peu la leçon de morale de cette histoire? Thomas, je vous laisse Oui, réagir. Complètement. j'ai pas eu le sentiment de dire tout à fait ça, mais justement, enfin, il est vrai que le processus de développement industriel a battu en brèche un certain nombre de façons de régler le contrat social, notamment à travers le droit commun, et que l'industrialisation a balayé un certain nombre de formes de protection de la santé publique sur un long terme. Et en revanche, il y a de multiples cas et de multiples inflexions qui ont permis d'améliorer aussi ça par la combativité politique, au contraire. Et ça, j'en ai déjà donné quelques exemples, je ne vais pas les rappeler à nouveau, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, de toute façon, le droit, qu'est-ce que c'est? Le droit, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, c'est quelque chose qui est construit par les sociétés. Et donc, c'est le fruit de rapports de force et de décisions qui sont prises à la fois politiques. Et puis donc si, au contraire, c'est au niveau politique que tout se joue en réalité. Hein, c'est quelle société on veut. Donc, c'est une question de savoir qui a le pouvoir aussi. Donc, la question, c'est de prendre le pouvoir et c'est ceux qui ont le pouvoir qui font les règles de droit, en quelque sorte. Hein. Effectivement, Jérémy, je ne sais pas si tu voudras compléter aussi un peu sur ce sujet, ce fameux sujet des impacts du droit et de finalement un outil qui peut être un outil entre guillemets des puissants et qui peut effectivement être approprié par les pouvoirs politiques et économiques. Comment on fait pour qu'il puisse être aussi un outil au service des combats citoyens, de l'intérêt général, de la santé, de l'environnement, etc. Nous, c'est un sujet qu'on réfléchit beaucoup, évidemment, chez notre affaire à tous, de comment est-ce qu'on considère l'impact de nos actions, alors à la fois contentieuses, mais aussi les victoires qu'on peut avoir sur certaines lois qui passent. J'ai un peu plus d'espoir quand même que vous. Heureusement, sinon on ne travaillerait pas tous les jours avec cet outil du droit de l'environnement. Mais à la fois parce que nous, on considère que le droit est un peu et notamment les décisions qu'on peut obtenir devant le juge, un curseur de ce qui est socialement acceptable. Et donc, par exemple, quand on remporte des décisions positives dans l'affaire du siècle et que la responsabilité de l'État est reconnue pour son inaction climatique, pour le dire très rapidement, ben, effectivement, ça ne va pas changer du jour au lendemain la politique climatique de la France. Et puis, on le voit aujourd'hui, 4 ans après la décision.
bientôt 5 ans. Mais par contre, on se dit que sociétalement, c'est pas acceptable qu'il y ait un tel décalage entre les discours de l'État en matière climatique et la réalité des politiques publiques qui sont prises dans la matière. Et donc, à partir de là, ça permet aussi à d'autres types d'actions de se déployer. Ça permet à des acteurs en interne des entreprises ou de l'État de faire monter certains sujets. Donc voilà, le droit est un outil parmi d'autres et penser, enfin en tout cas nous on considère que on ne va pas changer à nous tout seuls par l'outil du droit évidemment les règles du jeu, mais par contre ça doit être un des outils mobilisés dans ces combats-là. Et effectivement à la fin on ne peut rien faire d'autre que d'essayer, hein, mais bon voilà très rapidement là-dessus. Jérémy, si tu veux compléter, on va arriver bientôt vers la fin. Donc, à moins qu'il y ait des grandes interrogations, et notamment, je vois Yves qui a un micro ouvert. Je ne sais pas si c'était pour poser une question. Voilà. Donc, Jérémy, je te laisse compléter rapidement. Et ensuite, Yves, je vous laisse la parole pour une dernière question. Ouais, Oui, voilà, je veux dire, allez-y, ce- allez-y. ces sujets touchent aux conditions de travail, à la santé publique, aux problèmes d'écologie, d'environnement, puis aussi aux problèmes d'information. Je voudrais savoir comment se situe la France dans l'Europe et ailleurs par rapport à ce qui se fait ailleurs. Actuellement, Mm. je pense que vous êtes beaucoup plus compétent que moi pour répondre à cette question parce que moi, j'ai surtout travaillé sur le 18e, 19e siècle. J'ai exploré le 20e siècle aussi D'accord. pour le livre. Voilà, comment la France se situe par rapport à nos voisins européens ou même l'Europe par rapport à d'autres pays? Bon, bah, je ne suis pas plus compétent que vous pour y répondre. C'est-à-dire que je sais enfin, je vais répondre par rapport à ce que je lis dans la presse ou des petites choses par-ci par-là. Mais voilà, là, je suis plus chercheur sur ce domaine-là et je pense que vous pourrez avoir cette forme de réponse par soit d'autres invités, ou vous en savez même peut-être plus que moi, en fait. Et historiquement, juste historiquement, Thomas, il y a effectivement enfin, est-ce que la France, vous l'avez un peu abordé déjà, mais la France a été peut-être en avance ou plutôt en retard sur ces questions de Alors, soit de ouais. développement de l'environnement ou au contraire sur cette forme de euh, prise en avant des intérêts industriels sur une construction d'un droit de l'environnement qui soit plus protecteur, notamment des territoires? Non, alors, bon, la France est devenue un modèle juridique pour régler les questions de pollution industrielle à partir de 1810. Mais même avant, d'ailleurs, parce que la police locale de Paris, par exemple, elle est admirée et copiée un peu dans toutes les villes européennes au XVIIIe siècle. Donc, comme pour d'autres domaines d'ailleurs, la France produit du savoir, elle produit des règles de droit, etc. Et elle était un modèle et elle a été la matrice en quelque sorte des régulations et de la transformation du droit au XIXe siècle et encore au XXe siècle. Donc voilà, après, la base de tout, c'est une sorte de droit commun quand même qui est là un petit peu partout dans les sociétés occidentales, qui découle en fait du droit médiéval en fait, ou même on pourrait même remonter avant, du droit de l'Antiquité qui s'est transmis ensuite et qui s'est transformé au fil des siècles. Mais donc voilà, après, si vous voulez, après 1976, la loi sur les ICPE, etc., les lois Seveso notamment, hein, qui aussi, bon, Mhm. ce sont des tentatives d'unification européenne aussi, hein, dans le but de faire en sorte que la concurrence intra-européenne soit limitée, c'est-à-dire que les règles de droit soient communes à tous les pays européens pour pas qu'il y ait de concurrence déloyale. Bon, et je pense qu'au niveau européen, le processus, je ne sais pas si on peut parler de réussite, mais en tout cas, il y a eu il y a eu des faits, enfin, il y a eu des règles qui ont fait que les pays européens ont fini par adopter plus ou moins des mêmes formes de régulation depuis 50 ans au moins. Ensuite, si on regarde à l'échelle du monde, mais là je vais dire des choses que vous savez déjà et je ne suis pas chercheur dans ces questions-là vraiment à la période contemporaine, mais on sait bien que il y a des formes de surveillance et de répression qui sont beaucoup plus importantes en Europe qu'en Asie, ne serait-ce que tout simplement parce qu'on reste malgré tout encore
un pays où il y a des élections, où la justice est indépendante, en tout cas, il y a une prétention à ce que la justice soit indépendante, etc., et que ce n'est pas le cas dans plein de pays du monde. On peut penser à la Chine, on peut penser à d'autres pays où la démocratie n'existe pas, la justice est complètement inféodée au pouvoir exécutif, etc. Donc voilà, mais ça, vous le savez déjà, donc je ne peux pas beaucoup plus vous éclairer que ça. Et effectivement, il y a certains sujets thématiques où on peut voir des avancées qui diffèrent selon les pays. Pour parler d'un sujet que je connais, qui est le sujet de la pollution au PFAS, on voit que les réglementations, elles sont quand même pour l'instant justement disparates selon les pays, y compris au niveau européen, puisque un cadre plus unifié est encore en cours de discussion sur une réglementation universelle des PFAS, entre guillemets. Et que la France était plutôt en retard, qu'avec l'adoption de la loi du 27 février 2025, qui est une loi quand même assez ambitieuse, on se replace un peu plus en avance, entre guillemets, par rapport à d'autres pays en matière de réglementation des PFAS. Donc voilà, c'est aussi des mouvements peut-être thématiques sur certaines molécules. On n'a pas mentionné l'histoire de l'amiante, mais on pourrait aussi en parler, voilà, où selon les pays, en termes plutôt voilà, de problématiques spécifiques, il peut y avoir des avancées plus ou moins rapides selon les pays. Jérémy, est-ce que tu veux dire un mot peut-être en conclusion un peu de nos échanges, puisqu'on va clôturer ensuite cette Académie NAT? Ouais, j'ai un petit mot de conclusion pour répondre aussi à la remarque qui était faite tout à l'heure sur, du coup, est-ce que finalement on considère que le droit perd toujours? En fait, je pense que si ce droit-là est attaqué, et c'est une conviction un peu générale, que quand on est attaqué, c'est qu'on est nocif. Donc si on est nocif, c'est donc il y a des impacts. Et moi, je le vois vraiment, le fait que le droit de l'environnement en France soit attaqué depuis si longtemps et si régulièrement, c'est bien que c'est un empêcheur de tourner en rond pour les industriels. Et d'ailleurs, on le voit aussi au niveau européen. La directive sur le devoir de vigilance et les autres régulations des multinationales ont fait très peur aux États-Unis. Et donc, s'ils ont eu très peur, c'est donc que ça peut avoir des impacts. Donc, pour moi et pour nous, globalement, c'est la preuve que ces régulations-là, elles sont nécessaires et qu'elles sont efficaces, dans toute proportion gardée, bien sûr. Et donc, il faut se battre pour qu'elles soient adoptées, ou en tout cas, là, en ce moment, pas détricotées, mais se battre pour envoyer dans les assemblées, qu'elles soient françaises ou européennes, des gens qui sont prêts à poser ces réglementations-là parce qu'elles sont gênantes pour les gens qui ont prévu de détruire la santé des gens et l'environnement. Merci, Jérémy. On va s'arrêter là, donc. Mais effectivement, pour voilà, remettre en contexte les combats qu'on porte aujourd'hui, c'est essentiel de savoir d'où viennent les racines des cadres juridiques avec lesquels on compose. Donc, un grand merci, Thomas, encore pour l'intervention d'aujourd'hui. L'Académie NAT est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube de Notre Affaire à tous d'ici quelques jours. N'hésitez pas, voilà, à consulter si le sujet vous intéresse, le livre de Thomas et de François Jarige, La contamination du monde. J'ai partagé les tribunes, notamment dans la discussion aussi, pour continuer de donner de l'eau à nos moulins. Et puis, on se retrouvera en février pour la prochaine Académie NAT. Vous recevrez l'information de la date exacte qui est encore en cours de détermination dans les prochains jours, mais on parlera en tout cas des impacts des contentieux climatiques. Donc voilà, si cette question des impacts vous intéresse, ce sera le sujet de l'Académie NAT de février. Et on recevra donc Mathias Pétel qui a soutenu une thèse sur le sujet il y a quelques semaines. Voilà, merci encore à toutes et tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Encore merci Thomas. Et Merci à vous. soirée à toutes et tous. Je voulais juste vous dire, est-ce qu'il est possible que vous reconnaissiez que quand même il y a une régression de l'environnement du Moyen Âge à aujourd'hui? Hein, parce que même s'il y a eu un droit au 19e siècle qui pratiquement n'a pas du tout marqué l'histoire, hein, c'était tellement faible par rapport au droit du travail, il y a quand même globalement, existence ou non de ce droit, c'est une large régression pour l'humanité de la gestion de l'environnement quand même, du Moyen Âge à nos jours. J'ai combien de temps pour répondre?
sais c'est pas si difficile vous voulez. sur une aussi longue durée, c'est difficile de parler de régression. Enfin, les conditions ont quand même beaucoup changé. Parce que moi, ce que je préfère dire, c'est que au Moyen Âge, on était clairement dans des politiques en termes de recours et tout ça, de droit commun, encore que c'est une période qu'on ne connaît pas très bien, en fait, en réalité, par rapport à ça, hein, par rapport à ces questions. Il n'y avait pas beaucoup d'industrie aussi. Il y a quelques villes industrielles, ceci dit, au Moyen-Âge, hein, mais on ne connaît pas tellement la façon dont ça se passait, si ce n'est que le droit des servitudes, le droit commun, etc., ça fonctionne. Ça dépend des périodes, ça dépend des moments. Il y a des moments où, sans doute, les industriels ont poussé pour détricoter ça localement, et puis après, c'est revenu dans d'autres contextes politiques. Donc, on ne peut pas dire comme ça, sur la longue durée, globalement, c'est trop écrasant, en fait. En revanche, on peut voir des inflexions à certains moments dans certains lieux. Voilà. Est-ce que ces inflexions font jurisprudence? Où elles le font? Quel modèle elles transmettent, etc. Ça, on peut le faire, et notamment pour la période contemporaine, en tout cas depuis le XVIIIe siècle. Et donc voilà, là, il y a clairement un changement dans le régime du droit. Ensuite, ça n'a pas été fixe au cours du temps, ça a évolué, et c'est toujours le résultat d'un rapport politique en fait qui existe en fait entre des industriels, des voisins, des médecins, des chimistes, des forces démocratiques qui sont élues, des régimes autoritaires qui veulent conquérir des territoires et donc qui mettent tout ça à l'arrière-plan. Voilà, c'est le résultat de tous ces facteurs en fait, hein. Donc très difficile Oui. de dire s'il y a eu depuis 500 ans une amélioration ou pas de l'environnement. Oui, Enfin, tout ce qu'on peut dépend à dire, quelle ce qu'on peut échelle dire, non mais ce qu'on temporelle. peut dire, c'est que il est clair que les substances qui sont dans l'environnement et qui viennent altérer la qualité de l'environnement sont évidemment beaucoup plus importantes qu'au Moyen Âge. Mais là, on sort du domaine du droit pur, enfin, on est dans le constat biochimique. On a des molécules de synthèse qui circulent depuis la fin du 19e siècle notamment. Beaucoup, pas forcément toutes, mais beaucoup sont contraires à ce qu'on appelait l'économie animale ou l'économie végétale, comme on le disait au 19e siècle. C'est-à-dire qu'elles contreviennent en fait au bon fonctionnement des corps des animaux dont on fait partie, du fonctionnement des végétaux, et que ces substances, beaucoup sont rémanentes, et actuellement on parle de polluants éternels pour un certain nombre de ces substances. Ces produits de synthèse, ils n'existent pas dans l'environnement naturel, on va dire, ils ont été fabriqués par l'homme. En fait, ce sont des nouvelles molécules qui n'existaient pas avant. Alors, ça ne veut pas dire que les molécules naturelles, elles ne sont pas nocives, certaines le sont, hein. L'arsenic, c'est une substance naturelle, c'est nocif pour l'économie animale aussi. Mais en tout cas, il y a une quantité de polluants qui est évidemment là, il n'y a pas d'ambiguïté, qui est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'au Moyen Âge, et même aujourd'hui qu'au XIXe siècle, à l'échelle du monde. Oui, effectivement, c'est ce que montre notamment ce concept des limites planétaires. Et on sait que récemment, on considère que la limite planétaire qui s'intéresse, alors je ne sais plus le nom exact, mais à l'émission de polluants chimiques dans l'environnement a été dépassée. Donc en tout cas, ça montre dans ce sens sur le niveau de protection, de contamination de l'environnement et pas là de droit de l'environnement où on comprend en vous écoutant que on peut, enfin voilà, on raisonne plutôt à des échelles temporelles plus restreintes. Mais en tout cas, c'est sûr que structurellement, en matière de contamination de l'environnement, on n'est pas face à des améliorations voilà, de la protection des écosystèmes, mais que le droit peut évoluer, parfois régresser, parfois progresser, et qu'on peut en tout cas, nous, être acteurs de ces mouvements-là à notre échelle. Mais merci beaucoup Thomas, on va clôturer là-dessus. Merci pour vos interventions Avec et je plaisir. vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.